Alors, pour ma part, donc, comme cela vient d'être dit, j'enseigne en haute école. Donc, en Belgique, la formation des instituteurs primaires se fait en 3 ans, mais les étudiants qui se présentent à nous ont un bac. Ils ont juste le bac. Donc, j'ai réalisé un petit questionnaire auprès des étudiants qui étaient présents au cours ce jour-là, et ça représente 69 étudiants. Et ensuite, je les ai observés dans une demi-journée que j'organise chaque année autour du thème des grandeurs. Et dans cette demi-journée, en fait, ils vivent réellement 9 ateliers au cours desquels ils manipulent, ils expérimentent de manière relativement autonome avec un carnet de bord, etc. Activités qui sont reprises par après, qui sont transférables aux classes, bien sûr avec un niveau de questionnement qui est un tout petit peu adapté normalement à leur âge et leur niveau de formation. Alors bonjour à tous. Quant à moi, je suis donc professeure des écoles. J'enseigne à l'ESP à Bourges depuis 9 ans maintenant. Et donc je suis allée tester des élèves de classe d'école élémentaire, donc du CP au CM2, au cours du mois de novembre, sur des petits exercices que j'ai proposés aux enseignants. Donc j'ai été présente à chaque fois, mais ça n'a été que auprès d'enseignants volontaires et ça n'a été que sur un petit échantillon, donc ça n'est pas représentatif, mais ça illustre notre propos. Il y avait entre 29 et 43 élèves selon les niveaux de classe. Donc le premier exercice est un exercice qui est finalement un classique, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire quel est le chemin le plus long avec 2 chemins qui sont proposés. Donc cet exercice-là a été proposé à des élèves à partir du CP jusqu'au CE2. Et puis donc le chemin le plus long, c'est le chemin A. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a 60% de réussite de bonnes réponses en CP, et puis ça augmente légèrement en CE1, on passe à 70%, et puis en CE2, on passe à 80%. Alors, la réussite augmente au niveau du CE2, mais ça veut dire qu'il y a quand même 20% des élèves qui savent toujours pas faire. Alors, au niveau des arguments, alors vous lisez peut-être pas bien, donc je vais vous dire. Donc, pour les procédures, donc vous avez en bleu ce qui est du CP, en rouge ce qui sont les arguments du CE1 et en vert ceux du CE2. Donc, en CP, les élèves disent majoritairement il est plus long parce que il démarre avant, ou il est plus long parce que il va plus loin, il dépasse. Voilà, qui sont des arguments en fait qui sont pas étayés par la mesure. Ensuite, au CE1, on voit qu'ils vont utiliser parfois la règle graduée, mais pas de manière systématique. Et par contre, au CE2, où on a 80% de réussite, on a 92% des élèves qui utilisent la règle graduée. Alors, l'écart entre le taux de réussite et le taux d'utilisation de la règle graduée s'explique par le fait qu'il y a des élèves qui mesurent le début, la fin du segment et qui tiennent pas compte du fait que ce soit une ligne brisée. Et puis, certains utilisent la règle, posent le point où la ligne se brise en pivot et puis font basculer la règle. Et donc, comme il y a assez peu d'écart entre la longueur du chemin A et la longueur du chemin B, peuvent arriver comme ça à se tromper. Voilà. Alors, pour ma part, pour mieux me rendre compte de la place de l'investigation dans la formation que mes étudiants avaient reçue lorsqu'ils étaient à l'école primaire, je leur ai demandé s'ils se souvenaient d'une expérience où ils auraient manipulé au niveau de l'apprentissage des grandeurs. Est-ce qu'ils se souviennent de quelque chose? Et 61% des étudiants interrogés n'ont aucun souvenir d'une expérience manipulatoire vécue à l'école primaire. Bon. Alors, pour eux, apprendre le système métrique à l'école, c'est essentiellement effectuer des conversions dans un tableau.
Bien, bah c'est vrai qu'on peut se dire que dans le fond, puisque le système métrique, ce ne sont que des conventions, hein, on pourrait se demander si c'est vraiment nécessaire de passer du temps à des activités d'investigation dans ce cadre. Donc super, j'étais face à un public d'étudiants surentraînés aux exercices de conversion. Je m'attendais donc à ce qu'ils puissent résoudre ces deux exercices sans aucune difficulté. Donc je leur ai demandé 240 décagrammes, ça fait combien de grammes? Et 2 décilitres, c'est 2 centièmes de quoi? Et voilà le taux de réussite donc pour des étudiants qui ont obtenu leur bac. Donc manifestement, il y a un problème. Surentraîner aux exercices de conversion, ça n'est pas ça qui aide à pouvoir le faire. Et donc l'objectif de la suite de la présentation, c'est d'identifier des activités, des tâches, un peu au sens large, pour construire des savoirs et savoir-faire qui peuvent donner du sens à ces conversions, à ces fameux tableaux de conversion, bien sûr, qui ne sont pas des fins en soi, on est bien d'accord, pour permettre d'être mobilisés en situation La pratique des gestes de mesurage, moi, quand j'observe des choses chez les étudiants, donc il m'arrive à 18 ans, il y a des choses qui sont quand même assez stupéfiantes, notamment, voilà, un étudiant qui mesurait une longueur avec des piles, hein, comment il s'y prenait. Donc il disposait sa pile, puis il s'aidait pour repérer où il était arrivé par un stylo, qu'il plaçait comme ça, puis il mettait la pile, puis le stylo, puis la pile. Donc on peut franchement se demander ce que voulait dire pour l'étudiant la mesure à laquelle il arrivait au bout du compte. Et que voulait dire pour lui une unité de mesure. Donc je pense vraiment que le geste de mesurage en lui-même et le fait de le pratiquer, ça permet vraiment de donner un sens opérationnel à cette notion d'unité. Je sors des unités monodimensionnelles, mais j'ai quand même demandé à mes étudiants s'ils pouvaient me dire 4 ar c'était combien de décamètres carrés et 3 centimètres cubes c'était combien de millilitres. Et donc là, c'est la catastrophe absolue. Nous avons 10% et 9% de réussite à ces deux questions. Donc, ils ne voient absolument pas du tout à quoi ça peut correspondre, un ar ou un centimètre cube. Donc, concernant le chemin le plus long, là, tout à l'heure, je vous ai dit que tous les élèves de CE2 sortaient la règle graduée. Et en fait, donc, ils se servent d'unités usuelles. Et il y a un élève qui était au CP qui m'a dit « on pourrait prendre des bandes pour comparer les chemins ». Et lui a sorti une bande de papier et il a réussi la comparaison. Alors là, on parle aussi d'estimation. Et donc, on a posé la question, j'ai posé la question sur la longueur d'une trousse. Alors, je suis bien consciente que au CP et même en CE1, il y a des unités de mesure usuelles qu'ils ne connaissent pas, hein, puisque c'est pas encore dans les programmes, on les travaille pas encore tout de suite, notamment au CP, le millimètre ou le décimètre. Mais donc ils avaient différentes propositions, 20 millimètres, 20 mètres, 20 kilomètres, 20 centimètres ou 20 décimètres. Et on voit là sur le graphique que c'est à peu près bien réparti. Voilà, en fait, comme si les élèves répondaient un petit peu au hasard sur l'estimation de la taille d'une trousse. En CE1, donc en CE1, c'est mieux. Le 20 cm devient majoritaire. Et puis au CE2, il y a 84% des élèves qui répondent correctement. Plusieurs d'ailleurs d'entre eux ont sorti leurs règles graduées pour mesurer effectivement leur trousse, voilà, avant de donner la réponse. Voilà. Alors, deuxième estimation, c'est la longueur d'une salle de classe. Alors, de nouveau, on observe le même phénomène, donc au CP, c'est un petit peu réparti. Seulement 9% des élèves répondent que ça correspond à 10 mètres. Au CE2, 70% répondent 10 mètres. Mais il reste quand même beaucoup de réponses pour 10 cm ou 10 décimètres sur la longueur de la salle de classe.
Alors que, pourtant, les programmes de cycle 2 disent bien qu'il faut travailler et les unités mètres, décimètres, centimètres, millimètres, et le rapport entre ces unités-là et entre mètres et kilomètres. Exercice. Et là, je me suis adressée aux élèves de cycle 3. Je leur ai demandé de convertir et éventuellement de calculer quelques petits calculs qui sont dans différentes unités. Alors, si je regarde le premier, au CE1, aucun élève ne répond correctement. Bon. CE2, c'est un petit peu mieux. On est à peu près à 40%. CM1, de mieux en mieux. Et puis CM2, on a quand même plus de 10% des élèves qui ne savent pas répondre à combien de mètres y a-t-il dans 3 kilomètres. Alors, la réponse la plus fréquente, c'est, alors je vous ai mis les différentes réponses que j'ai rencontrées, et la plus fréquente, c'est 300 mètres. Bien. Concernant les 750 cm à associer à 7 mètres et 5 décimètres, donc les résultats sont pas non plus, sont assez bas. Au CM2, c'est plutôt bien réussi, oui. Plutôt bien réussi, pas plus de 40% quand même, des élèves interrogés. Et la réponse la plus fréquente n'est pas en fait un travail sur les unités, mais c'est plutôt de conversion, c'est plutôt un travail de décomposition additive. Le 750 cm, ils me l'écrivent comme étant 750 cm. Voilà. Alors, quant aux deux autres calculs, qui étaient 250 cm plus 3 mètres plus 4 décimètres, j'ai quasiment autant de réponses que d'élèves. Voilà. Avec un taux de réussite qui est de 30% en CM2. Et puis, sur le 2 mètres plus 130 cm, là, c'est un peu mieux. On a 50% de réussite en CM2. Alors, les étudiants de première année ne font guère mieux. Donc, je voudrais quand même repréciser que ils n'avaient pas encore retravaillé les grandeurs. Donc, ils ont probablement laissé cette matière en friche pendant quelques années avant de pouvoir recevoir ce questionnaire. Enfin, voilà, je leur donne une mesure décomposée, je leur demande de la recomposer en mètres et j'ai 32% de réussite. Donc, nouveau petit problème. Alors, ce problème-là, il est extrait du document ressources du cycle 2, qui est sur le site EduScol. Et donc, le problème, c'est de constituer une tour de Lego. Donc, Sarah mesure 1,24 m, avec des pièces de Lego de 8 mm. Combien doit-elle empiler de pièces de Lego pour réaliser sa tour? Donc, c'est un problème qu'on peut résoudre par division. Mais vous voyez le résultat. Donc, sur les élèves de CM1, sur 29 élèves, il n'y a aucun qui a su faire le problème, qui répond correctement. Seulement 4 réponses correctes sur les 43 élèves de CM2. Voilà. Et j'ai vraiment toutes les opérations qui ont été essayées. La plus fréquente étant la multiplication. Et quand les opérations sont essayées, il y a aussi de nombreuses erreurs dans les techniques opératoires de ces opérations-là. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de sens pour eux, ils ne savent pas quelle opération utiliser, mais en plus, parfois, il y a des erreurs dans les techniques opératoires. Voilà, donc, par exemple, dans les 2 additions, on en a une qui est plutôt juste, voilà, et l'autre, non. Juste comme ça, j'ajoute quelque chose. J'ai posé ce même petit exercice aux étudiants de master première année qui préparent le concours de professeur des écoles. Avant tout apprentissage de révision sur les grandeurs et mesures. Et là, j'ai un taux de réussite, donc sur 74 étudiants, je n'ai que 65 bonnes réponses, donc 88%, avec des erreurs de conversion. Notamment, alors j'ai 10% des étudiants qui ne savent pas convertir 1,24 cm en millimètres. C'est-à-dire que certains mettent le décimètre entre le centimètre et le millimètre. Voilà.
J'ai des erreurs d'opération, donc c'est-à-dire que des étudiants font aussi des multiplications, 5%, et puis des erreurs de technique opératoire sur la division, où j'ai 7% d'étudiants qui n'ont pas réussi à mener au bout la division. Alors, il faut préciser que je leur avais demandé de ne pas utiliser la calculatrice.